Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne Popscreen. Aujourd'hui, je lance un nouveau format qui s'appelle Le Sacre et dans ce format, je reviendrai tout simplement sur l'histoire des cérémonies, des récompenses et des différents festivals. Aujourd'hui, je vais m'attaquer au César, la cérémonie la plus prestigieuse en France. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, etc. C'est toujours hyper important pour l'algorithme. Les Césars prétendent célébrer le meilleur du cinéma français. Mais qui décide de ce qui est le meilleur? Une cérémonie n'est jamais neutre. Elle hiérarchise, elle sélectionne, elle consacre, elle fabrique une mémoire. On dit souvent que l'art devrait rester en dehors de la politique. Mais l'art est politique, parce qu'il façonne notre imaginaire, parce qu'il désigne des figures légitimes, parce qu'il distribue du prestige. Et distribuer du prestige, c'est exercer du pouvoir. Depuis 1976, les Césars sont ce pouvoir, un pouvoir exercé par des milliers de professionnels du cinéma. Environ 4000 membres aujourd'hui composent l'Académie des arts et techniques du cinéma. Ils votent en 2 tours, ils choisissent les nominations, puis ils choisissent les lauréats. Sur le papier, le système est démocratique. Dans la réalité, il reflète la structure d'un milieu. Pendant longtemps, personne ne remet vraiment en cause cette structure. Les Césars sont une fête, un moment de reconnaissance, un rendez-vous annuel, jusqu'au jour où la fête devient un champ de bataille symbolique. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir au début. Au milieu des années 70, le cinéma français est respecté. La nouvelle vague a marqué l'histoire, des réalisateurs français rayonnent à l'international, mais il manque un rituel. À Hollywood, les Oscars fabriquent des mythes, ils transforment des carrières, ils donnent au cinéma américain une scène mondiale. En France, il n'existe rien d'équivalent. L'idée vient d'un homme, Georges Craven, publicitaire, stratège, observateur des mécaniques médiatiques. Il comprend quelque chose d'essentiel. Le prestige ne naît pas spontanément, il s'organise. En 1974, il fonde l'Académie des arts et techniques du cinéma. Objectif, créer une cérémonie annuelle où les professionnels du cinéma français se récompenseraient entre eux. La première cérémonie a eu lieu le 3 avril 1976. Le trophée est conçu par le sculpteur César Baldassini, qui donnera son nom à la cérémonie. Une sculpture en bronze compressé, loin de la silhouette élégante de l'Oscar. Le César est brut, massif, dense, presque industriel. Dès le départ, les Césars ne sont pas seulement une fête, ils sont une institution. Une institution qui hiérarchise les talents, qui classe les films, qui décide de ce qui mérite d'être retenu. À l'époque, cela ne choque personne. Le cinéma français est majoritairement masculin, les réalisateurs sont des hommes, les producteurs sont des hommes, les votants sont en grande majorité des hommes. Ce n'est pas une conspiration, c'est une structure sociale, et une structure sociale, quand elle dure, finit par devenir un système. À la fin des années 70, les Césars s'installent. Ce qui n'était au départ qu'un rituel professionnel devient progressivement un rendez-vous national. La télévision s'en empare, et avec la télévision, le prestige change d'échelle. Les caméras s'installent, les directs se multiplient, les discours deviennent publics. Le cinéma français ne se regarde plus seulement entre professionnels, il se met en scène devant des millions de spectateurs. Dans les années 90, la cérémonie dépasse régulièrement les 3 millions de téléspectateurs. Les Césars deviennent un événement médiatique incontournable du paysage audiovisuel français. Recevoir un César, ce n'est plus seulement une reconnaissance interne, c'est une validation nationale. Un film récompensé voit souvent ses entrées augmenter. Une carrière peut basculer en une soirée. En 1984, Coluche reçoit le César du meilleur acteur pour Ciao Pantin. Son discours est à son image, drôle, maladroit, profondément humain. Ce moment marque les esprits. Il rappelle que derrière le prestige, il y a des trajectoires personnelles, parfois fragiles. Isabelle Adjani, elle, deviendra l'une des figures les plus emblématiques de la cérémonie. Elle remportera 5 Césars au cours de sa carrière. À chacune de ses prises de parole, la scène devient un espace d'émotion brute, presque théâtrale. Les Césars ne sont plus simplement un vote, ils deviennent un théâtre, un lieu où le cinéma français se raconte à lui-même. Pendant cette période, le cinéma français représente environ 30 à 35% des entrées en salle en France. Il est puissant, structuré, reconnu. Les Césars en deviennent la vitrine annuelle. Mais derrière la scène,
La structure initiale, elle, ne change pas. Les votants appartiennent majoritairement au même milieu. Les grandes catégories restent dominées par les mêmes profils. Entre 1976 et 1999, aucune femme ne remporte le César de la meilleure réalisation. Il faut attendre l'an 2000 pour que Toni Marshall devienne la première réalisatrice récompensée dans cette catégorie. Puis 24 ans plus tard, en 2024, Justine Triet devient la deuxième. 2 lauréates en près de 50 ans. Ce chiffre est difficile à ignorer. Pendant longtemps, cette absence ne fait pas scandale, elle ne fait même pas débat, elle s'inscrit dans une continuité perçue comme normale. Les Césars ne créent pas les déséquilibres du cinéma français, mais ils les officialisent. Lorsqu'un déséquilibre se répète année après année, il cesse d'être invisible. Ce phénomène ne concerne pas seulement la réalisation. Dans les catégories techniques, photographie, musique, son, la présence féminine reste historiquement marginale. Ce n'est pas propre au César, mais la cérémonie en devient la vitrine annuelle. Pourtant, pour le grand public, les Césars restent une fête, une soirée glamour, un moment de reconnaissance. Les robes, les standing ovations, les larmes, les remerciements, tout participe à cette image. Et c'est peut-être là que réside la force de l'institution, sa capacité à mêler émotion collective et légitimation symbolique. Un système peut fonctionner pendant des décennies sans être contesté, tant que la société évolue au même rythme que lui. Mais lorsque la société change plus vite que l'institution, les fissures apparaissent. À mesure que les Césars grandissent, l'Académie se structure. Le vote se fait en 2 tours. Un premier tour pour déterminer les nominations, un second pour désigner les lauréats. Chaque membre vote dans toutes les catégories. Sur le papier, le système est démocratique, mais une démocratie dépend toujours de ceux qui la composent. Pendant longtemps, l'entrée à l'Académie fonctionne principalement par reconnaissance professionnelle. On devient membre parce qu'on appartient déjà au milieu, parce qu'on a déjà travaillé, parce qu'on est coopté. Ce n'est ni illégal ni secret, mais cela produit un effet mécanique, un entre-soi. Au fil des années, la moyenne d'âge des votants augmente. Les critiques commencent à émerger dans la presse spécialisée. Certains professionnels dénoncent un manque de renouvellement. Les Césars restent prestigieux, mais ils commencent à apparaître institutionnels. Et plus une institution devient puissante, plus elle devient prudente. Dans les années 2000, le paysage du cinéma français change. Les premières plateformes apparaissent, les réseaux sociaux modifient la circulation des débats, les voix marginalisées trouvent des espaces d'expression. Les critiques sur la représentation des femmes dans le cinéma deviennent plus visibles. Entre 1976 et 2020, avant la victoire de Justine Triet, une seule femme, Toni Marshall, a remporté le César de la meilleure réalisation. Une seule en plus de 40 ans. Dans certaines années, aucune femme n'est nommée dans cette catégorie. Ce déséquilibre, autrefois considéré comme un simple reflet de l'industrie, commence à être perçu comme un problème structurel. En 2018 et 2019, plusieurs tribunes pointent le manque de diversité au sein de l'Académie. La question n'est plus seulement artistique, elle devient sociologique. Qui vote? Qui est représenté? Qui ne l'est pas? Le cinéma français, comme beaucoup d'industries culturelles, a longtemps fonctionné sur des réseaux informels, sur des hiérarchies implicites. Les Césars en sont le miroir. Puis arrive 2017. Le mouvement MeToo éclate aux États-Unis et se propage rapidement en Europe. À Hollywood, l'Académie des Oscars annonce l'intégration massive de nouveaux membres pour diversifier son électorat. En France, le débat est plus lent, plus conflictuel. Certains défendent la séparation stricte entre l'œuvre et l'artiste. D'autres estiment qu'une institution publique ne peut ignorer les accusations graves visant certaines figures du cinéma. Les Césars se retrouvent au centre d'une tension générationnelle. D'un côté, une tradition, célébrer l'excellence artistique indépendamment du contexte. De l'autre, une exigence nouvelle, prendre en compte la dimension éthique des choix. Cette tension ne produit pas immédiatement une crise. Les nominations deviennent plus scrutées, les absences deviennent plus commentées. Les réseaux sociaux amplifient chaque décision. Ce qui autrefois restait un débat interne devient public. Et lorsqu'un système habitué à fonctionner dans la discrétion se retrouve exposé en permanence, il devient vulnérable. Les Césars ne sont pas encore en crise, mais ils sont sous pression. Et un système sous pression finit toujours par révéler ses fragilités.
En février 2020, la 45e cérémonie des Césars se déroule dans un climat sous tension. Depuis 2017, le mouvement MeToo a profondément transformé le paysage culturel mondial. Les institutions sont scrutées, les silences interrogés. Cette année-là, J'accuse domine les nominations. Son réalisateur Roman Polanski est nommé 12 fois. Roman Polanski est un réalisateur internationalement reconnu, Oscar du meilleur réalisateur en 2003 pour Le Pianiste. Mais son histoire judiciaire est indissociable de son nom. En 1977, aux États-Unis, il est inculpé pour relations sexuelles illégales avec une mineure. Il plaide coupable. Avant le prononcé définitif de sa peine, il quitte les États-Unis. Un mandat d'arrêt américain reste actif. Au fil des années, d'autres femmes l'accusent publiquement d'agression sexuelle remontant aux années 70. En novembre 2019, une nouvelle accusation est publiée dans la presse française. Sa nomination au César provoque immédiatement des réactions. Des collectifs appellent au boycott, des tribunes dénoncent un signal dangereux. Le soir de la cérémonie, des manifestantes sont présentes devant la salle Pleyel. Le 13 décembre 2020, soit 2 semaines avant la cérémonie, le conseil d'administration de l'Académie annonce sa démission collective, un geste inédit dans l'histoire de l'institution. Le 28 février 2020, la cérémonie commence. Lorsque le César du meilleur réalisateur est annoncé, le nom de Roman Polanski est prononcé. Il remporte le prix, mais n'est pas présent dans la salle. Mais un geste va marquer la soirée. Adèle Haenel se lève. L'actrice avait publiquement accusé en 2019 le réalisateur Christophe Ruggia d'agression sexuelle subie lorsqu'elle était adolescente. Son témoignage avait relancé en France le débat sur les violences dans le milieu du cinéma. Elle quitte la salle. En sortant, elle déclare « la honte ». Rapidement, plusieurs personnalités lui apportent leur soutien public, parmi lesquelles la réalisatrice Céline Sciamma ou l'actrice Aïssa Maïga, saluant son courage et dénonçant la décision de l'Académie. A l'inverse, Fanny Ardant défend publiquement Roman Polanski, affirmant que selon elle, il est un génie et dénonçant ce qu'elle considère comme un jugement médiatique. Jean Dujardin défend le vote des membres de l'Académie et la séparation entre l'œuvre et les accusations visant le réalisateur. Nicolas Bedos affirme que l'on ne peut pas effacer un artiste pour des raisons morales. Il sera lui-même accusé par la suite d'agression sexuelle et condamné par la justice française en 2024. La fracture est nette. D'un côté, ceux qui estiment qu'une institution publique ne peut ignorer les accusations visant un réalisateur condamné dans une affaire impliquant une mineure, et plus généralement dans des affaires de violences sexistes et sexuelles. De l'autre, ceux qui défendent l'autonomie de la création artistique et la séparation de l'homme et de l'artiste. Ce soir-là, la question n'est plus seulement artistique, elle devient morale. Après cette soirée, l'Académie ne peut plus prétendre être simplement neutre. Après la cérémonie de 2020, l'Académie des Césars ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. La démission collective du conseil d'administration, annoncée le 13 février, ouvre une phase de reconstruction. Une nouvelle gouvernance est mise en place. Les statuts sont modifiés, le mode d'élection des dirigeants évolue. La transparence devient un mot d'ordre. L'Académie affirme vouloir se moderniser. Le nombre de membres continue d'augmenter pour atteindre environ 4000 votants. L'objectif affiché, c'est de diversifier les profils et de renouveler les générations. La question de la parité devient centrale. En quelques années, l'Académie met en avant un équilibre plus marqué entre femmes et hommes dans son corps électoral. Mais le changement le plus symbolique intervient en 2023. L'Académie annonce qu'une personne mise en examen ou condamnée pour des faits de violence sexuelle ne pourra pas être invitée à la cérémonie. La règle vise à éviter que la scène des Césars ne devienne à nouveau le théâtre d'une controverse similaire à celle de 2020. Ce point marque un tournant. Pour la première fois, l'institution reconnaît explicitement que ses choix ont une portée morale et symbolique. Les audiences télévisées des Césars ont, elles, poursuivi leur érosion progressive au fil des années. La cérémonie attire moins qu'à son âge d'or, le paysage médiatique a changé. Les plateformes dominent, les réseaux sociaux fragmentent l'attention. Le prestige ne se construit plus de la même manière qu'en 1985. Les Césars ne sont ni une anomalie ni une exception. Ils sont le reflet d'un système culturel. Un système façonné par des décennies d'habitudes, de réseaux, de hiérarchies implicites.
Une cérémonie ne crée pas ces rapports de pouvoir, mais elle les rend visibles, elle les officialise. Elle transforme des équilibres professionnels en reconnaissance publique. C'est ça qui fait sa force, mais c'est aussi ça qui la rend vulnérable. Pendant longtemps, les Césars ont consacré une certaine idée du cinéma français. Un cinéma d'auteur, un cinéma institutionnel, un cinéma reconnu à l'international, mais aussi un cinéma structuré autour de figures dominantes. Ce modèle n'était pas forcément perçu comme injuste, il était simplement perçu comme normal. Or, ce qui paraît normal à une époque peut devenir contesté à une autre. La crise de 2020 n'a pas détruit les Césars, mais elle les a obligés à se regarder. La vraie question aujourd'hui n'est pas de savoir s'il faut supprimer la cérémonie, la question est plus simple et plus dérangeante. Est-ce que nous acceptons que le prestige soit dissocié de la responsabilité? Si l'art est politique, et il l'est, alors la manière dont on le récompense l'est aussi. Les Césars continueront d'exister, mais ce qu'ils choisiront de célébrer dira toujours quelque chose de nous et de la société. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première vidéo du format Le Sacre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si elle vous a plu. C'est toujours, encore une fois, très important pour l'algorithme. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos actualités et de nouveaux formats. Ciao tout le monde!